Bonjour et bienvenue à l'interview. Aujourd'hui, je reçois Alain Destex. Bonjour. Bonjour, député régional et maire. Tout d'abord, quelques questions d'actualité. Hier, je recevais pour la rentrée Alda Gréoli et je lui ai posé la question d'actualité sur le burkini. Et elle a fait une comparaison entre burkini et bikini en disant que ces deux éléments n'étaient peut-être pas nécessairement émancipateurs dans le cas des femmes. Alors pour vous, d'abord par rapport à ça, une réaction par rapport à la réaction, est-ce que vous mettriez sur le même plan Je trouve ça délirant qu'une ministre pense que le bikini n'est pas émancipateur. Alors, c'est pas qu'il faut promouvoir le bikini. Enfin, si des femmes décident de porter le bikini, c'est le choix qu'elles font d'être bien dans leur corps. En revanche... sur le burkini maintenant. Le burkini, est-ce qu'il faut légiférer? C'est une affirmation politico-religieuse. C'est quelque chose qui n'existait pas avant. Ça veut dire... je suis musulmane, et pas seulement musulmane, mais j'appartiens à une frange radicale de l'islam. Donc le port du burkini est hautement condamnable et représente une régression pour le statut des femmes. Je doute d'ailleurs que les femmes choisissent librement de porter le burkini. Ça fait partie d'un ensemble de pressions politiques et sociales dans le milieu. Pour autant, faut-il légiférer? Je ne le crois pas à ce stade. Il faut laisser les bourgmestres décider au cas par cas. Si des problèmes ponctuels se posent sur certaines plages, des problèmes d'ordre public, on laisse à ce moment-là les bourgmestres décider d'une éventuelle interdiction. Maintenant, il n'est pas exclu que si l'on assiste dans les prochaines années à une prolifération du burkini, qu'il faille envisager une législation, mais je ne pense pas que ce soit le cas à ce stade. Alors, à l'inverse, il y a un restaurateur français qui a refusé 2 clientes voilées. Oui, ça on ne peut pas, évidemment. C'est du racisme, ça? Oui, c'est du racisme, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est de la discrimination et c'est inacceptable, bien entendu. Il ne faut pas laisser passer ça? Non, il ne faut pas laisser passer ça. Donc, bien entendu, donc moi, par exemple, je suis pour l'interdiction du voile dans l'enseignement secondaire. Donc, la position du MR, c'est l'interdiction du voile et de tout signe religieux dans les écoles et dans les administrations. Maintenant, je pense honnêtement qu'il faudrait aussi ouvrir le débat dans les entreprises et peut-être à l'université. Vous voyez qu'un certain nombre de candidats en France, à la primaire en France, et certaines personnes de gauche aussi, comme Manuel Valls, proposent de l'interdire à l'université en France. Je pense qu'on pourrait ouvrir ce débat également en Belgique, de même que dans les entreprises. Donc pour moi, c'est très clair que si une entreprise a dans son règlement d'ordre intérieur qu'il est interdit de porter un signe religieux, l'employeur doit pouvoir l'interdire. Et je regrette à cet égard très fortement que chez Actiris, le port du voile soit désormais autorisé. Et je pense que c'est une fantastique régression et que dans le secteur public, le port du voile doit être interdit pour tous les agents. Mais ça veut dire que ça concerne toutes les religions et pas seulement l'islam. Oui, bien entendu, on ne va pas faire des lois pour une religion. Dans l'entreprise, par exemple. Non, pas de kippa dans l'entreprise non plus, non. Alors, sur le droit de vote, il y a eu un débat pendant l'été sur le droit de vote, sur le vote des étrangers au régional, sur le vote des Belges de l'étranger au régional et sur l'obligation de droit de vote. Là, vous vous situez où? Dans la position du MR, qui est de dire que, bien entendu, les Belges sont des Belges et donc ils peuvent voter à toutes les élections, à condition d'avoir une sorte de lien de rattachement, bien entendu. Est-ce qu'ils doivent voter? Non, je ne crois pas. Enfin, à titre personnel, vous savez que ça a aussi déclenché le débat cet été. Je ne suis pas pour l'obligation de vote. Ça n'existe plus que dans quelques pays au monde. Je pense qu'il faut laisser les gens voter ou pas. Mais les étrangers au régional? Non, les étrangers au régional, non. Donc on a déjà étendu le vote des étrangers aux élections communales. Peut-être n'aurait-il fallu ne pas le faire, mais c'est fait. Et nous sommes, je suis en particulier, contre l'extension du droit de vote pour les étrangers à toute autre forme d'élection. Je trouve ça un peu étonnant d'ailleurs que le PS choisisse d'ouvrir ce débat maintenant, alors que le pays est quand même confronté, le pays et l'Europe, à une crise migratoire. Mais le PS a ouvert le débat parce que le MR lui avait demandé ce qu'il pensait de l'ouverture au droit de vote des Européens. Bon, on ne va pas refaire la chronologie, mais la proposition d'extension du droit de vote est venue du PS. Ouais. Alors, la réouverture du tunnel Stéphanie, est-ce que c'est un soulagement pour le Bruxellois que vous êtes, de voir que maintenant, ça va aller mieux, la circulation à Bruxelles? Oui, je pense que c'est une bonne nouvelle pour les Bruxellois. Apparemment, beaucoup ne savent pas encore qu'il est réouvert parce qu'il y a peu de circulation dedans. Ben oui, évidemment, c'était un nœud considérable dans le trafic. Je pense qu'il est possible de faire des petites choses pour améliorer
la mobilité à Bruxelles, par exemple, on pourrait, comme ça existe dans certaines villes, mettre les feux de signalisation un peu plus bas pour que les automobilistes puissent plus facilement les voir. On pourrait aussi avoir des horloges ou des chronomètres qui indiquent à quel moment le feu va devenir vert. Ce sont des petits détails, mais qui pourraient améliorer, je pense, la mobilité locale. Alors, vous avez aussi entendu qu'il y a eu moins 20% de touristes à Bruxelles cet été. Donc, Bruxelles reste toujours une ville difficile après les attentats, après le lockdown, après tout ce qu'on a connu. Comment relancer Bruxelles? Donc, attention, parce que c'est vrai qu'il y a une baisse du tourisme qui est liée aux attentats, on ne peut pas le contester. Mais je pense qu'il y a d'autres problèmes dans Bruxelles. Il y a le problème de la propreté, par exemple. Globalement, Bruxelles et beaucoup de communes, pas toutes, restent sales. Bruxelles est une ville sale. Le piétonnier est encore irrégulièrement, correctement entretenu. Si vous allez après un dimanche dans le centre de Bruxelles, à la Grand Place et autour, c'est une catastrophe. Donc on doit aussi travailler sur cette image de Bruxelles. La gestion de Bruxelles n'est pas non plus excellente. Bon, vous savez que ce n'est pas une position du MR, on a aussi le débat au sein du MR, mais moi je suis pour la fusion des zones de police. Je pense qu'on doit pouvoir fusionner les zones de police pour une meilleure réaction aux phénomènes criminels, et on pourrait mettre cette police sur le rattachement de la conférence des bourgmestres, par exemple, pour éviter que ce soit une tutelle régionale. Mais donc la région doit être aussi mieux gérée, et les compétences entre les régions et les communes pourraient quand même être précisées également. Ça pourrait aider à une meilleure lisibilité. Oui, parce que, écoutez, une meilleure gestion donne une meilleure politique et une meilleure attractivité. Et là, donc, on doit aussi balayer devant notre porte, et s'en prendre seulement aux attentats, c'est un peu court. Je crois que quelqu'un qui va au centre-ville et qui voit des poubelles partout et qui trouve ça dégueulasse, il ne rentre pas nécessairement chez lui en disant « écoutez, venez à Bruxelles, c'est formidable ». D'accord. On va quand même passer à un sujet que vous avez lancé pendant l'été. Pendant pardon. l'été, vous avez exhumé l'affaire Oussama Attar, soupçonné d'être un des responsables des attentats, notamment du 22 mars, un homme qui avait été emprisonné auparavant en Irak et pour lequel de nombreuses personnes, des députés, des associations et même le gouvernement, se sont finalement mobilisés pour obtenir sa libération pour raisons médicales. Alors, savait-on en 2008 vraiment ce qu'il allait faire 7 ans plus tard? Est-ce qu'on pouvait ce qu'il allait faire Est-ce qu'on pouvait imaginer que cet homme qui était en prison, pour des raisons allait devenir un terroriste? Je comprends votre question. Voilà. Non, on ne savait bien entendu pas ce qu'il avait fait 7 ans plus tard, mais on savait ce qu'il avait fait ou pourquoi il était en prison. Alors, il était en prison parce qu'il était soupçonné, mais aussi donc jugé par les autorités irakiennes et les autorités américaines d'occupation pour trafic d'armes à destination de réseaux islamistes. Donc il était déjà jugé et soupçonné de terrorisme. Et c'est là où les parlementaires écolos, PS et CDH qui se sont mobilisés pour le libérer ont fait, à mon avis, une très grave erreur et n'ont pas été prudents, puisqu'ils ont pris sa défense alors qu'il était déjà suspecté de faits extrêmement graves, dont le gouvernement de l'époque aussi a eu tort. Alors. Non, alors écoutez, le gouvernement a eu tort, je ne sais pas. En tout cas, dans les libéraux, je peux vous assurer que personne n'a pris sa défense et personne n'a fait d'erreur, que ce soit au niveau parlementaire ou au niveau du gouvernement. Et le député d'Allemagne, qui appartient au CDH, a bien exprimé que lui-même avait été contacté pour soutenir M. Attar et s'était montré très, très prudent en disant il n'a pas participé aux actions de défense. Et donc moi je demande vraiment une enquête, par exemple par la commission attentat de la Chambre, sur le comportement de ces 3 députés et aussi d'Amnesty International. Je pense qu'on a le droit de savoir exactement pourquoi ils se sont lancés avec une telle énergie dans la défense de quelqu'un qui était déjà condamné pour des faits extrêmement, extrêmement graves. Alors ce matin, le procureur fédéral Van Leu a annoncé qu'il n'y avait plus de départ en Syrie en 2016. Donc, tant mieux, bonne nouvelle. Voilà, enfin. C'est une bonne nouvelle. Est-ce que ça veut dire que maintenant on peut enlever les militaires des rues, que tout va Non, pas du tout, évidemment. Donc il faut quand même rappeler que notre pays, rapporté à sa population, est celui qui a envoyé le plus de djihadistes en Syrie. Les chiffres varient entre 450 et 550, mais rapporté aux autres pays, à la taille des autres pays européens, c'est notre pays qui est
le plus concernés par ce phénomène. Je demande depuis longtemps qu'on analyse vraiment pourquoi nous sommes davantage que d'autres touchés par ce phénomène de l'islamisme radical et du terrorisme. Maintenant, s'il y en a moins qui partent, je n'en connais pas les raisons, c'est peut-être évidemment lié au fait que sur le terrain, l'État islamique connaît quand même quelques déboires pour l'instant. Ou qui change de stratégie. Oui, la Turquie aussi. La Turquie a visiblement eu une attitude assez laxiste pendant des années vis-à-vis de ceux qui transitaient par son territoire. Aujourd'hui qu'elle est aussi frappée par le terrorisme islamique, elle a peut-être une autre approche. Donc ce sont peut-être des phénomènes objectifs qui expliquent la diminution des départs. Alors Alain Destex, vous êtes un homme fâché, parce que pendant l'été, vous avez aussi fait un autre coup de gueule. C'était contre le délégué aux droits de l'enfant, Bernard DeVos, qui, pour vous, était sorti de son rôle en minimisant la radicalisation dans les affaires de terrorisme. Alors vous voulez qu'il soit entendu par le Parlement? Absolument. Oui. Et pourquoi? Parce que, en fait, dans ses déclarations, en gros, il justifie et il excuse les terroristes en disant, voilà, ils ont des excuses sociales, ils sont nés dans des milieux difficiles, ils ont été victimes de racisme et de discrimination, etc. Et donc, il donne une justification au terrorisme. Alors, premièrement, c'est pas une excuse, je trouve ça, non, une justification qui est une excuse, en fait. Et je trouve ça inacceptable. Alors, je trouve ça inacceptable parce que, premièrement, beaucoup de personnes défavorisées, pauvres, éventuellement victimes de stigmatisation, ne sombrent pas dans le terrorisme. L'immense majorité ne sombre pas dans le terrorisme. Mais surtout, ce n'est pas vrai, parce que quand vous regardez les profils des terroristes, la famille Abdeslam, il avait un emploi stable à la STIB. Travailler à la STIB, c'est pas être précarisé social. La famille gagnait plus de 100 000 euros de revenus par an. Donc le profil des djihadistes ne correspond pas à ce que dit le délégué général aux droits de l'enfant. Et je trouve que face à la gravité des actes de terrorisme, aux victimes belges, françaises, européennes ou autres, tenir ce type de propos, c'est malhonnête et c'est surtout ne pas traiter le problème. Or, ce monsieur est le représentant d'une institution officielle du Parlement de la Fédération. Donc il est évidemment tout à fait d'accord de passer devant le Parlement. D'ailleurs, il y passe tous les ans, il fait le bilan de son activité. Et il a dit d'ailleurs que vous n'étiez jamais là. Oui, enfin, écoutez, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai un taux de présence de 92% au Parlement. Ça peut se vérifier. Mais vous serez là la prochaine, en tout cas, quand il présentera. J'étais peut-être pas là quand il est venu. Vous savez, j'ai beaucoup d'activités internationales également. Je ne m'en cache pas. Donc parfois, c'est vrai que je ne suis pas là. Mais j'ai un taux de présence de 92% au Parlement. Alors, quel est l'avenir d'Alain Destex au niveau communal? Parce qu'avant l'été, on en a parlé. C'est le grand débat. On a dit que la section MR d'Ixelles ne voulait pas que vous soyez sur les prochaines listes. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez quand même envie d'être à Ixelles, ou est-ce que vous voulez choisir une autre commune, ou bien est-ce que pour vous, les communales, c'est peut-être pas l'essentiel? Écoutez, j'habite Ixelles, je souhaite me présenter aux élections communales, mais je pense que nous sommes en 2016, les élections communales c'est en 2018, je ne pense pas que c'est ce qui préoccupe nos citoyens maintenant. Donc nous verrons l'année prochaine. Ça ne vous préoccupe pas, apparemment? Moi, pour le moment, ça ne me préoccupe pas du tout. Mais je vous assure qu'à un moment, en 2017, je commencerai à m'en préoccuper. Mais aujourd'hui, honnêtement, je trouve ça un peu indécent de lancer une polémique sur les élections communales. Ce n'est pas le moment. Les citoyens ont d'autres préoccupations. On a ce problème de terrorisme, on a les manifestations de l'islamisme, on a quand même une situation économique qui est difficile. Et je crois vraiment que ce n'est pas le moment de regarder les élections communales par le petit bout de la lorgnette. Pour terminer, est-ce que vous n'avez pas l'impression, notamment chez nos voisins français, qu'il y a une espèce comme ça d'hystérisation du débat sur la laïcité? Non, absolument pas. Vous savez, on recule, on est confronté à des débats dont on se serait bien passé. On se passerait bien de débattre du burkini, on se passerait bien de débattre du halal, on se passerait bien de débattre du rôle des religions dans nos sociétés. Mais voilà, nous y sommes confrontés et nous y sommes de plus en plus confrontés. Qui aurait imaginé, si je vous avais dit... il y a 10 ans ou il y a même 15 ans, qu'il y aurait autant de voiles dans les rues de Bruxelles, autant de
personnes en burkini, qu'on aurait des attentats, vous ne m'auriez pas cru. On n'est pas obligé de lier les deux. Nous avons, pardon ? On n'est pas obligé de lier les deux. C'est-à-dire que moi j'ai toujours défendu la thèse qu'il y a le point de départ, c'est le communautarisme qu'il faut combattre. Le communautarisme, dans un certain nombre de cas, mène à l'islamisme, qui lui-même, dans un certain nombre de cas, mène à l'islamisme radical, qui parfois mène au terrorisme. Et donc il y a un continuum, si vous voulez. Donc il faut aussi s'attaquer au communautarisme. À la fin de notre émission, donc merci, je suis désolé, on n'a plus le temps. Merci Alain Destex. Demain, on se retrouve avec Laurette Onkelings.